Voilà, donc bienvenue dans ce meet-up du Paris Machine Learning qui est organisé en conjonction avec le Geneva, le meet-up de Genève qui s'appelle Geneva Boats on AI. Et donc, dans ce meet-up, nous allons accueillir Clément Moutet, qui est le cofondateur de Vikit AI. Donc, Clément va nous parler de Video Generative AI. Avant de donner la parole à Clément, je souhaite la bienvenue à Xiyang parmi les organisateurs du Meetup. Et donc, vous aurez l'occasion de revoir Xiyang car on souhaite tous les deux, Xiyang et moi, relancer un petit peu le Paris Machine Learning qui était un petit peu en, je ne sais pas quel terme employer, un peu en hibernation, on va dire les 6 derniers mois. Et notre objectif est de faire à peu près un meet-up par mois. Mais de toute façon, on aura l'occasion de vous reparler de l'organisation du Paris Machine Learning et du Geneva Machine Learning. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de ne pas dépasser 1 heure. Donc, je vais donner la parole immédiatement à Clément, de façon à ce que Clément puisse vous parler de ce qui le passionne. Clément, c'est à toi. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Oui, donc moi je suis Clément, j'ai cofondé une startup qui s'appelle Vikit.ai. Le but, mais de toute façon je vais le détailler dans le meetup, c'est de permettre de construire des générateurs de vidéos qui correspondent à des cas d'usage spécifiques. Donc je suis habitué à publier un type de vidéo simple pour le moment, on va se complexifier avec le temps. Je peux, avec Vikit, programmer un générateur de vidéos qui va générer des vidéos dans ce format en mixant les différentes technologies d'IA qui existent, que je vais détailler, mais, et qui évoluent avec le temps, de manière simple, voilà, scalable, etc. On a un peu, pour ceux qui connaissent, hein, le long chain de la vidéo, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Dans ce meetup, je vais parler de l'état de l'art de la génération de vidéos, de pourquoi en fait c'est intéressant d'avoir une approche par SDK. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche? Ouais, ok, super. Et de comment faire en fait pour construire en fait ces générateurs de vidéos de manière simple en utilisant les meilleurs modèles du moment qui peuvent changer avec le temps. Donc déjà, je pense que ça a échappé à personne que les technologies d'IA vidéo arrivent à maturité, enfin pas à maturité, mais en tout cas elles arrivent de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ce que je dis toujours, je fais cette slide en juin, donc il n'y a pas si longtemps, et c'est déjà la préhistoire. Donc il y a déjà maintenant un nouveau modèle, les dernières semaines, Minimax, qui nous vient de Chine. Il y en avait un autre avant. Il manque Hyper dans cette picture, et puis il y a plein d'autres modèles providers, on en découvre tous les jours un nouveau qui arrive. Donc vraiment, la génération de vidéos par intelligence artificielle arrive, et il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent là-dessus, que ce soit des acteurs en closed source, donc Sora, Runway, Luma, Picalabs, Minimax aussi, ou en open source, avec par exemple Videocrafter 2 de Tencent AI Lab, ou Stable Video Diffusion de Stability AI. Bref, il y a une myriade d'acteurs. Mais d'un autre côté, si pour un utilisateur qui voudrait générer une vidéo, mais une vidéo présentable, en fait, c'est des fois un petit peu difficile de synchroniser, d'utiliser toutes ces technologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle va générer pour la quasi-plupart aujourd'hui des clips de 4 secondes, 5 secondes, sans son, qui ne sont pas forcément ce dont on a envie. Et en fait, dans le domaine de la vidéo, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des types d'IA assez variés. Donc, il y a la génération depuis le texte, plus connue. On peut aussi générer depuis une image, cette image qu'on doit générer avant à partir d'un texte. Entre deux vidéos, il y a des modèles qui permettent de faire la transition entre deux vidéos, de faire des cohérences d'ensemble entre un ensemble de vidéos. Une vidéo qui a un certain type de
personnage, il y a des modèles qui changent ce personnage, de manière à avoir peut-être le même personnage au fur et à mesure de la vidéo, des modèles d'augmentation de qualité, des modèles de contrôle de style. Est-ce que je veux un cartoon? Est-ce que je veux un style western? Est-ce que je veux une vidéo normale, etc., etc. Et il n'y a pas que le visuel. Il y a aussi, dans un contenu audiovisuel, il y a aussi du son, puisque c'est un contenu audiovisuel. Donc il faut aussi des modèles de génération de musique, des modèles de génération de voix, et aussi des modèles d'écriture de scénario, souvent des large language models, donc, qui sont devenus maintenant un petit peu classiques. Et sur chacune de ces capacités, de ces verticales, il y a plusieurs acteurs qui se sont positionnés, soit sur toutes les verticales, soit sur certaines verticales, soit en se spécialisant sur une verticale. Par exemple, un domaine dans lequel beaucoup d'acteurs se spécialisent, c'est le domaine du text-to-speech, donc le domaine de transformer du texte en voix. Il y a des acteurs comme Eleven Labs qui sont vraiment spécialisés que sur ça et ils le font super bien. Tandis qu'il y a d'autres acteurs qui vont choisir d'être plus larges. Par exemple, Runway qui fait beaucoup de modèles. Chacun a un petit peu sa stratégie. Mais ça fait qu'aujourd'hui, si je suis un utilisateur qui veut créer une vidéo par IA, entre guillemets manuellement, en fait, il faut que j'aille sur un provider, je prends un bout de ma vidéo, je vais sur un autre provider, je prends un bout de ma vidéo, je vais sur un autre provider, je prends le son, je prends un autre provider, je prends la musique, et ensuite je mixe tout ça en post-production, ce qui en fait est pas forcément automatisé. Et en plus, ce processus, il peut changer selon le type de vidéo que l'on a envie de créer. Donc parce que ça existait avant l'IA, il y a beaucoup de types de vidéos possibles. Là, on a mis quelques exemples, mais en fait, il y en a plein. On peut vouloir faire une vidéo depuis rien, mais ça, c'est rare. Des fois, on veut aller un petit peu plus loin. On veut faire, des fois, par exemple, on a un podcast, on veut faire un background de ce podcast, parce qu'on a envie de publier ce podcast audio sur une plateforme vidéo, ou alors on a un podcast vidéo, comme c'est le cas ici, mais on a envie peut-être d'ajouter des petits objets ou de l'animer un petit peu. Ça, c'est un autre cas d'usage. Créer des teasers, donc on a un contenu long, on aurait envie de publier ce même contenu, mais avec les meilleurs éléments, de manière à le promouvoir sur des plateformes qui nécessitent des petites vidéos. De l'animation de contenu, de contenu qu'on a déjà, donc de la réutilisation. Donc on prend plein de contenus et ensuite on le mixe ensemble, ce qui a un lien avec ce qui peut être soit des archives, soit du contenu que l'on a fait il n'y a pas très longtemps, donc qui est déjà des archives, mais en tout cas qui est peut-être un peu moins vieux que ce qu'on appelle communément des archives, de la création de contenu éducatif, etc., etc. Bon bref, il y a plein de façons de faire des vidéos. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est en cours d'utiliser des techniques de MLOps, donc d'opération machine learning, pour orchestrer et fine-tuner tous les modèles qui existent et qui peuvent changer avec le temps, pour automatiser ces cas d'usage vidéo. Donc, j'ai un type de vidéo, et avec Vikid, je vais pouvoir prendre les bons modèles et mixer en fait ces bons modèles de la bonne manière pour pouvoir automatiser cette génération en baissant les energy requirement and cost, dans la mesure où en fait de mettre en musique plein de petits modèles, c'est souvent moins consommateur en énergie que d'utiliser un très gros modèle. Donc, en plus de ça, c'est moins cher en général. Avec l'idée, c'est que de pouvoir plugger en fait ce kit, ce SDK, aux logiciels d'entreprises existantes pour pouvoir que ces logiciels soient augmentés et puissent générer des vidéos de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'est la slide marketing, le départ. Et donc, en gros, comment ça se matérialise? Donc, nous, on a un SDK Python d'orchestration de modèles et de synchronisation. Pourquoi utiliser un SDK Python et pas faire ça soi-même avec des API? Parce que en fait, c'est plus rapide, puisque en fait, tout a déjà été pensé. Les nouveaux modèles sont intégrés automatiquement. Dès qu'il y a une nouvelle innovation, quelque chose de nouveau, on peut remplacer son pipeline de génération par le nouveau modèle. Ça, c'est arrivé déjà 2 fois,
qu'on avait un modèle qui existait, un nouveau modèle super bon est arrivé, on a juste switché et paf, on a pu augmenter la qualité de la vidéo générée. Et c'est efficace en termes de compute dans la mesure où on a fait quelques petites optimisations. Pour introduire un peu et aller un peu plus dans la recherche en général, donc en fait, les modèles vidéo, ce sont des modèles de diffusion. Qu'est-ce qu'un modèle de diffusion? Un modèle de diffusion, c'est une classe de modèle un petit peu spéciale dans la mesure où on ne va pas prendre un input et en générer un output comme, enfin, certaines personnes peut-être le savent, juste pour récapituler rapidement, hein, mais je sais que certaines personnes doivent le savoir. On ne va pas prendre un input et direct générer un output. En fait, on va fonctionner par step. Donc, l'idée, c'est de partir d'un bruit et de petit à petit faire apparaître quelque chose de ce bruit. Donc à la base, c'était pour les images, ensuite on l'a mis pour les vidéos, on verra comment, mais du coup, de faire apparaître petit à petit une image regardable, par exemple ce petit chien là qu'on voit en bas à gauche, depuis ce bruit. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est intéressant de faire ça parce que c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'entraîner, je trouve que ça marche. Et comment on fait pour entraîner? En fait, on va prendre une image, donc un set d'images qui existe. On va y ajouter du random noise, donc des pixels un petit peu au hasard. Et on va demander au modèle de diffusion de prédire ce random noise, ou plus précisément de la négative de ce random noise, pour que l'on a appliqué pour passer à l'image de gauche. Et on va faire ça pour toutes les images de la chaîne. Et en fait, à la fin, ça va nous donner un modèle, si on entraîne avec suffisamment d'images, qui va, depuis un noise complet, petit à petit, faire apparaître des choses. Et évidemment, on peut plugger d'autres types d'arguments. Donc, on peut essayer de guider le modèle en ajoutant des prompts, en ajoutant des images, en ajoutant d'autres choses qui vont guider le modèle sur qu'est-ce qu'il doit faire apparaître. Et en fait, ça marche parce que du coup, le modèle ne va pas deviner une image d'un seul coup. Il va petit à petit, en fait, la créer, ce qui va lui permettre de mieux gérer les formes, mieux gérer le fond, de mieux contrôler en fait ce qui va apparaître et du coup de faire des choses peut-être voilà, un peu moins blurry ou avec moins d'imperfections ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est l'histoire en cours, ce que c'est un diffusion model. Il se trouve que pour le texte ou vidéo, on a commencé à faire par des diffusion models, mais en générant du coup ces images petit à petit. Et pour économiser des ressources en calcul, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va pas générer toute une vidéo d'un coup, parce que c'est un peu compliqué, parce que toutes les frames sont interdépendantes. On va générer des keyframes, donc des images étapes en fait dans la vidéo. Et ensuite, on va utiliser des modèles de temporal super resolution, donc qui vont créer donc une vidéo, hein, c'est juste des images qui défilent, c'est une suite d'images qui défilent à un certain frame rate, à une certaine vitesse. Et en fait, on génère les keyframes à 3 fps, donc 3 frames per second, et on met un modèle pour générer des frames intermédiaires. Ce qui a pour avantage, du coup, au début, d'utiliser le diffusion model, qui est un peu consommateur en ressources, que pour 3 fps, et après, on génère les frames intermédiaires. Mais ça, il y a eu un problème, c'est que il y a eu des problèmes de cohérence, dans la mesure où, si je suis, par exemple, je génère dans les pandas si je suis à gauche, là, je génère les images entre panda 1, enfin keyframe 1 et keyframe 2, et le modèle de temporal super resolution, il n'a pas forcément les infos, temporal resolution qui va générer les frames à la fin, pas forcément les infos sur ce qu'a généré le modèle de temporal resolution du début. Donc, le problème, c'est que le panda, il va commencer à faire quelque chose, puis il va faire autre chose, puis il va faire autre chose, puis il va faire autre chose, et du coup, en pratique, il y a eu des problèmes là-dessus. Troisième étape étant d'augmenter la résolution. Donc des modèles d'augmentation de résolution qui, eux, par contre, n'ont pas trop de problèmes. Pour solutionner ça, en fait, l'approche actuelle de la plupart des modèles, c'est en fait de dire,
c'est pas grave, on génère tout d'un coup. Donc, on génère toutes les frames d'un coup, ce qui fait qu'il y a un problème d'interdépendance des frames. Donc, pour chaque nouvelle frame, on doit calculer avec on doit prendre en compte toutes les autres frames. Donc, les coûts sont quadratiques, mais on n'a plus ce problème de cohérence. Et du coup, on n'a plus des vidéos comme celle de Will Smith là, qui mange des frites, où ça part dans tous les sens et qui n'était pas regardable. Donc, c'est là où on en est. D'un côté, on avait une approche économe, mais qui donnait des vidéos qui n'étaient pas forcément regardables. Maintenant, on a une approche qui est moins économe, mais qui génère des belles vidéos. Par contre, du coup, qui est coûteuse et qui fait que les vidéos, on peut pas, soit on doit dépenser énormément d'argent, soit on doit faire des vidéos courtes. On est un petit peu obligé de choisir l'un des deux, et le deuxième, c'est le moins pire, disons. Après, ça c'est le problème de l'IA générative, c'est que c'est de toute façon difficile de contrôler ce qui va être généré, d'autant plus dans les modèles de diffusion, dans la mesure où s'il y a quelques pixels qui changent dans le premier denoising, et à la fin, comme il y a beaucoup de denoising qui se font, et à la fin, ça va se traduire par une très grande différence entre deux générations de vidéos. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que ça va être difficile d'avoir un one-size-fits-all model, donc un modèle qui magiquement générerait toutes les vidéos possibles et imaginables, pour la raison qu'on vient d'évoquer. Donc, ça pourrait consommer énormément d'énergie. Et il y a déjà des problèmes de consommation énergétique avec le texte, et avec l'image. Du coup, on se demande comment on va scaler. Alors, pour la vidéo, ça va être compliqué. On pense à construire des super centrales juste pour ça, mais en tout cas, ça pose quelques problèmes. Et le deuxième, c'est qu'en fait, même sur les LLM, sur les large language models, sur le texte, il y a eu besoin en fait de frameworks d'orchestration pour contrôler en fait ce qui allait être généré dans les entreprises, LangChain, Haystack, Llama Index. Voilà. Donc, on pense que la solution est dans le MLOps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment on va faire avec Vikit. Donc, Vikit, on va transformer, comme on a dit, ces cas d'usage vidéo en une synchronisation des modèles existants. Les avantages, pour aller vraiment un peu plus en détail, donc Purpose Built Video Generation, la vidéo est customisée. Ça va très vite de déployer et d'update. On gagne du temps. On peut utiliser dans un seul kit les modèles open source et closed source. C'est portable, donc ça veut dire que c'est un SDK Python, donc au final on peut l'exécuter n'importe où, d'autant plus si on a empaqueté son générateur dans un Docker qu'on peut mettre ensuite dans un Kubernetes. Voilà un exemple de génération de vidéos. Je vais leur donner des exemples un peu plus pratiques après, mais en gros, imaginons on a le cas très simple, c'est on a une génération de scénarios par un LLM qui dit scène 1 il se passe ça, scène 2 il se passe ça, scène 3 il se passe ça. Pour chaque scène, on génère une vidéo depuis le texte, donc on génère une vidéo avec les contraintes du coup de vidéo de 4, 5, 6 secondes, peut-être 8 pour certains modèles. Ça dépend du FPS, il y a des modèles de 18 secondes, mais le FPS est bas. Donc un 8 secondes à 12 FPS, c'est égal à un 4 secondes à 24 FPS. Donc au final, le nombre de secondes, l'important c'est pour ça que c'est toujours plus important de mesurer la qualité des modèles vidéo en nombre de frames générés. Et puis après, on adapte le FPS là-dessus. Mais bon, bref. En gros, on génère une première scène. On fait passer ça sur un modèle d'augmentation de qualité, AMT. On génère pour la deuxième scène une autre vidéo, pour la troisième scène une autre vidéo, etc. Et entre les deux, on met un modèle de transition qui va permettre de, quelque part, s'assurer de la cohérence entre la première scène et la deuxième scène. Et on mixe ça avec des modèles de génération de musique ou de voix pour avoir quelque chose qui prend en compte toutes les variables de l'audiovisuel. Et comment ça se passe? Donc nous, on a essayé d'implémenter les meilleures pratiques du software engineering, même si on est dans l'IA, d'un peu de mixer ça, en mettant des design patterns de software engineering, comme la prompt factory, c'est-à-dire d'avoir une factory de prompts
qui va utiliser un LLM pour aller créer des prompts pour les vidéos et qui va aussi utiliser le LLM pour générer le scénario, qui va dire quelle bonne vidéo, quelle vidéo montrer et quand. Et sur chacune de ces vidéos, c'est un modèle objet qui va être instancié avec différents paramètres et sur lequel on va pouvoir appliquer des transformations, donc des modèles vidéo to vidéo, qui, par exemple, nous permettent de changer le personnage, de changer le style, de changer la lumière, etc. etc. Deuxième chose, en fait, les modèles d'IA, dès qu'on commence à les utiliser, en fait, on se rend compte qu'ils sont assez compliqués à installer parce que pour installer un modèle d'IA qui va scaler, donc on peut installer un modèle d'IA sur son ordinateur, mais en fait, dès qu'on va monter à 2, 3, 4 requêtes par seconde, ça va être un petit peu compliqué puisqu'en fait, le modèle il est dans la carte graphique et la carte graphique, il va falloir gérer un petit peu le queuing entre les différentes requêtes de cette carte graphique. La façon de gérer ça le mieux, c'est de prendre le modèle, de l'empaqueter dans un Docker et de prendre ce Docker, de le mettre dans le cloud, dans un orchestrateur de Docker comme Kubernetes ou autre. Et ensuite, par contre, ça c'est assez classique pour l'applicatif, mais par contre, la difficulté pour l'IA, c'est que, surtout sur l'IA vidéo, c'est que les modèles d'IA, ils ont besoin de beaucoup de RAM, et déjà, il faut gérer plus de ressources que d'habitude. Et en plus de ça, ils ont besoin d'être connectés à un GPU, donc à un chip qui n'est pas standard, souvent NVIDIA, sur lequel il va falloir traduire ce modèle en instruction NVIDIA avec un driver NVIDIA souvent, driver CUDA, qu'il va falloir faire marcher avec Kubernetes, avec le Docker, avec le modèle. Donc en fait, il commence à y avoir beaucoup de layers, le modèle dans le Docker, dans Kubernetes, avec CUDA sur le GPU, tout ça dans un environnement cloud. Et en plus, le modèle, pour le servir, souvent, il faut utiliser un framework type Flask ou autre. Donc ça commence à faire beaucoup de choses à mettre ensemble. Donc pour éviter cette complexité d'installation, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a créé notre propre infrastructure de serving de modèles, dans lequel on a mis tous les modèles de génération de vidéo, de génération de texte, de génération de voix, de génération de musique, de manière à ce qu'un utilisateur du SDK, du kit, qui veut créer un générateur de vidéos personnalisé, puisse appeler ces modèles de manière simple, sans avoir besoin de lui-même faire toute cette installation, tout en laissant cette possibilité d'installation si jamais l'utilisateur du modèle voudrait le faire. L'utilisateur du SDK voudrait le faire. Pour faire ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a cette infrastructure, l'utilisateur se connecte, il obtient une clé, un Bkit API token, et il insère ça dans le code, et puis après, il peut appeler les modèles et les synchroniser. Donc voilà. Voici un exemple de vidéo. Alors, ça passe pas super bien, donc je vais vous partager cette vidéo directement. Alors. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de type de vidéo que l'on peut générer. J'ai généré ça à partir d'un article sur le web. Dietitian Evgenia Fisunova shares essential tips for a healthy breakfast to avoid weight gain and gastrointestinal issues, highlighting the importance of choosing low-sugar foods. The expert warns that starting the day with delicious food can lead to negative health consequences. She advises against consuming products with high added sugar content, such as sweet yogurts, quick cooking cereals, and muesli for... Donc voilà, c'est à peu près ça le type de choses que l'on peut avoir aujourd'hui, même si maintenant il y a des nouveaux modèles qui permettent de faire beaucoup mieux et qu'on va intégrer. En fait, rien qu'aujourd'hui, il y a un provider de modèles qui s'appelle Luma AI qui génère un contenu, des vidéos d'assez haute qualité. Il vient d'ouvrir son API, donc je pense qu'on va pouvoir augmenter encore la qualité. Donc, comment on a fait pour générer ça?
ce qu'on a fait, c'est que le code, il fonctionne comme ça. D'abord, Dietitian. donc voilà, c'est ça la vidéo. Créer des vidéo build settings, donc des settings de construction donc on lui dit, est-ce qu'on veut générer une background music? Et si oui, est-ce qu'on veut la générer avec de l'IA ou est-ce qu'on veut donner un MP3? Est-ce qu'on veut inclure le read aloud prompt, donc c'est-à-dire la voix off qu'on a montré, donc true dans ce cas-là. Dans notre cas qu'on a montré tout à l'heure, c'est plutôt à false qu'on l'a mis parce qu'il n'y a pas de background music. Quel modèle provider on veut utiliser? Donc nous, on en intègre 3, on intègre Stable Video Diffusion, Videocrafter et Hyper, qui est un modèle provider anglais. Là, c'est Hyper dans ce cas-là. Le file name de l'output. Et est-ce qu'on veut interpoler? Ça veut dire, est-ce qu'on veut augmenter le nombre de frames avec des modèles d'augmentation de nombre de frames, les modèles qu'on a vus tout à l'heure qui permettent de passer de 12 fps à 24 fps, qu'on peut utiliser, mais avec modération, parce que si on les utilise trop, on a ces problèmes de cohérence. Ensuite, on lui donne le prompt, enfin du coup le texte. Ce texte, on peut le générer, soit l'écrire, soit le générer avec un autre LLM. Ça, c'est possible. Et de toute façon, on va le voir dans les exemples que je vais donner tout à l'heure. Ce texte, on va le casser en sous-titres de manière à pouvoir générer des vidéos à un certain rythme. Et pour chacun de ces sous-titres, donc sur la partie for sub in prompt subtitles, on va générer 2 vidéos, raw text-based vidéo, et ajouter ces 2 vidéos à une composite vidéo, donc un dossier de vidéo global. Et on ajoute ça. Et pour chacun des sous-titres, ça nous crée une vidCP sub, donc une vidéo composite intermédiaire, qu'on va ajouter à une vidéo composite finale, donc à une grosse vidéo, pour pouvoir en fait plugger tout ça. Et une fois qu'on a fini de construire ça, si on va en bas, await vidCP final build, et on appelle juste la fonction build qui va appeler tous ces modèles, puis ensuite prendre le résultat en parallèle et synchroniser tout ça de manière assez transparente pour l'utilisateur. Et ces modèles vont tous être exécutés dans notre cloud. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'il y a eu, pour faire ça, il y a eu besoin d'installer aucun modèle, il y a eu besoin de se renseigner sur aucun modèle. Il a juste fallu dire, là, pour chaque sous-titre, je veux 2 vidéos. J'en veux pas 3, j'en veux pas une. Je les veux comme ça, je les veux avec le texte des sous-titres. Si jamais je voulais changer le texte, j'aurais pu. Si jamais j'avais voulu ajouter une image, donc on est capable d'ajouter ça, etc., etc. Et à la fin, on a un outil de post-processing qui va permettre d'ajouter les sous-titres, donc de manière automatique, donc les sous-titres qu'on voit là-dessus. Voilà. Les modèles du coup qu'on utilise, on en utilise pas mal. On est toujours en train d'intégrer des nouveaux. Pour la musique, on utilise MusicGen de Meta, qui est pas mal. On attend avec impatience l'API de Suno AI, qui est un provider de musique pas mal. Pour la voix, on utilise Eleven Labs ou Koki TTS V2. Les deux, ils font du text-to-speech, donc ils créent de la voix, mais Eleven Labs est de meilleure qualité et plus cher, tandis que l'autre est open source et moins cher, et génère quand même une qualité suffisante. Donc ça dépend de ce que veut l'utilisateur. Pour ce qui est de générer les prompts, générer les scénarios, tout ça, on utilise Mistral. On aurait pu utiliser autre chose, mais bon, les LLM, de notre expérience, ils permettent tous de faire quelque chose, un résultat satisfaisant. Pour ce qui est de générer les sous-titres, donc de savoir à quel moment quelle voix passe, là on utilise Whisper de OpenAI, qui est de loin un des meilleurs modèles là-dessus. Je sais qu'il y a des boîtes spécialisées là-dedans, mais Whisper quand même il fait le travail. Pour la génération de vidéos pure et dure, on intègre 3 modèles pour le moment, Videocrafter 2, Stable Video Diffusion et Hyper, et très bientôt du coup Luma, puisqu'ils ont annoncé, c'est soit aujourd'hui, soit il y a quelques jours, en tout cas moi je l'ai vu aujourd'hui, qu'ils avaient créé une API, donc on va les intégrer assez rapidement. Et une fois que du coup on a tout ça, on gère l'inférence en parallèle, le content processing en parallèle, et le post-processing de sous-titres. Voilà, donc maintenant je ne vais pas finir parce que je vais vous montrer des exemples pratiques, puisque le nom de ce groupe, c'est quand même
c'est quand même Applied Machine Learning. Donc, un exemple assez marrant que j'ai fait, c'est de transformer un article du Guardian, donc le Guardian, c'est un journal anglais, qui parle voilà, d'un certain voyage en Italie, et de le transformer en vidéo. Donc, comment j'ai fait ça? Je prends le The Guardian, j'utilise LangChain, qui est un outil de synchronisation de LLM, et du coup, donc j'utilise LangChain, donc j'ai besoin de quelques petites keys, donc la Wikit API token pour générer la vidéo, Eleven Labs parce que j'ai envie d'utiliser la voix de Eleven Labs qui est pas mal, et j'utilise un outil qui s'appelle Together AI parce qu'il est pour les LM, même si on a un LM nous, parce qu'il est compatible avec LangChain, donc c'était pour aller plus vite, même si j'aurais pu utiliser aussi mon LLM. Donc on fait ça, on met l'URL du coup du Guardian, on la fait passer à la moulinette de LangChain, qui la télécharge avec Selenium, donc qui est un outil de lecture des pages web, et je fais passer give me a long narrative text video explaining what happened in this news, donc je fais un peu de prompt engineering, et à la fin ça me donne un texte du coup de narrateur. The Guardian says that San Remo, a town in the Ligurian coast of Italy, has a charming. Et une fois que j'ai ce texte, je vais prendre Wikit, je vais faire un peu le même script que je vous ai montré tout à l'heure, à la différence que là j'utilise un objet qui s'appelle Prompt Based Video qui permet de générer une vidéo très simplement à partir d'un prompt. Du coup, dans ce cas-là, le prompt qu'on a vu. Et ça va me donner du coup une vidéo automatique à partir de cet article de Guardian que, pareil, je vais vous montrer de manière à ce que ça soit un peu plus... voilà, qui va donner ça. The Guardian article says that San Remo, a town on the Ligurian coast of Italy, has a charming old town with car-free streets and a brilliant market. The market offers a variety of products, from essential undies to bagfuls of chili. Autumn is still warm and sunny, making it a great time to visit the town. Tre Ponti is the best beach to try, as it is where the locals go. The town has a faded grandeur and is reminiscent of a faded grand old lady. La Ciotola is a recommended place to have lunch, as it offers homemade ravioli. Donc voilà, ça c'est ce qui est possible de générer aujourd'hui. Les modèles sont toujours en train de s'améliorer, donc dans un mois ça sera encore mieux. Et ça montre en fait que générer des petites vidéos à partir de contenus de manière automatique, c'est déjà à portée de main, et ça sera des vidéos d'encore meilleure qualité le mois prochain, et voire même très rapidement d'une fois qu'on aura intégré ce nouveau modèle. Un autre exemple, donc j'ai fait un petit peu la même avec un AI Question Answering Videos, dans lequel je prends un article de Wikipédia, pareil, et je lui pose des questions. Donc LangChain permet de faire ça, de poser des questions. Donc là, j'ai pris un article Wikipédia sur la Première Guerre mondiale, et ensuite je peux poser des questions, et ça me génère des petites vidéos de questions-réponses. On s'est amusé à en faire quelques-unes. Why did Montenegro enter World War I? What did change geopolitically after World War I? What is the deadliest battle? Et ça donne What is the deadliest battle of World War I and what was its result? Let's answer. The deadliest battle of World War I was the Battle of the Somme, which took place from July to November 1916. The battle resulted in over 1 million casualties. La qualité, elle n'est pas toujours super bonne quand je partage directement depuis ça, mais c'est à peu près la même qualité en fait en réalité. Vous pourrez voir les vidéos YouTube que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc voilà, dispo pour répondre à vos questions. Voici tous les liens, mais de toute façon, Franck vous les partagera, tous les liens de tout ce qui a été présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me jeter sur LinkedIn, n'hésitez pas à suivre notre entreprise sur LinkedIn, à voir le GitHub, parce que le SDK, les collabs sont là avec Guardian News. On a un collab aussi d'exemple qui va un peu plus dans le détail et qui montre un peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc merci de m'avoir invité, et voilà, très heureux, et merci de m'avoir écouté aussi. Super. Merci Clément. Alors attends, tu as montré toutes les vidéos que tu voulais montrer, tous les exemples que tu voulais montrer? Oui, c'est bon? Ouais,
Vraiment, ouais. Ok, super. Je vais faire un petit tour dans le chat. Euh, on avait deux questions d'Hassan et tu avais commencé à en parler, mais peut-être que ça vaut le coup de développer un petit peu. Alors, la première question concerne la fameuse consistance de caractère. La même personne, le même personnage généré dans plusieurs frames. Alors, ça, c'est vraiment la question. Je sais que c'est un sujet technique épineux. Alors, voilà, dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bah du coup, pour l'instant, on l'a pas, hein, pour être honnête. Donc, ça marche beaucoup mieux avec. De toute façon, les modèles de vidéo qu'on utilise aujourd'hui pour générer des personnages, enfin sur les humains, ça marche pas super bien parce que ça déforme et tout. Ce qu'il faut nous, c'est que donc on a deux voies pour faire ça. La première, c'est d'intégrer des modèles de génération d'avatars, donc ce qu'on est en train de faire, mais qu'on n'a pas réussi à intégrer, qui sont des modèles différents en fait aujourd'hui des modèles de génération de vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Si on avait fait un avatar, bah, du coup, ça sera forcément la même personne. Maintenant, ça sera forcément un avatar, comme moi, on voit le haut et tout, ça va pas forcément être quelqu'un qui se balade et tout. Pour solutionner ça de manière plus long terme, donc déjà, les nouveaux modèles de vidéo, ils génèrent bien les humains. Donc ça, déjà, ça commence à être résolu. Et en plus de ça, bah, ils vont générer des humains différents. Mais la manière la plus simple de changer ça, enfin de solutionner ça, c'est d'avoir des modèles de character swapping, qu'on dit de character swapping, qui vont changer le personnage. Donc, on génère toutes ces vidéos sur 3 minutes qui vont générer du coup des personnages un petit peu différents. Et c'est souvent différent parce qu'en fait, le cerveau humain, il détecte plus facilement les différences de visage que les autres choses. Il y a une zone spéciale du cerveau humain pour détecter les visages. Donc, en fait, c'est pas que c'est si différent que ça, c'est juste qu'on est hypersensible à ce type de différence. Donc, on doit faire particulièrement attention quand on génère une vidéo. Du coup, si on applique un modèle de character swapping ensuite en deuxième passe sur ça, eh ben, on est capable de prendre un personnage et quelque part de forcer toutes ces vidéos qui ont été générées d'avoir le même personnage. C'est la méthode qui semble la plus simple aujourd'hui. Et après, peut-être demain, on arrivera à donner un paramètre personnage au modèle de vidéo, même si aujourd'hui, c'est quand même un petit peu difficile dans la mesure où vraiment, les modèles, ils ont du mal à être 100% contrôlables et une petite changement de visage, en fait, nous, on le remarque tout de suite de par la composition du cerveau humain. Donc, voilà comment on ferait. Combien ça coûte en moyenne pour générer 1 minute? Alors ça, c'est là où ça blesse, ça coûte assez cher. En général, c'est 5 centimes par seconde, les modèles de vidéo. Mais ça, c'est le cas de tous les providers. Et ça, c'est le moins cher. On a Videocrafter 2 qui donne des résultats, c'est pas très beau, mais ça coûte moins cher. Ça coûte donc 7 centimes pour 4 secondes, ce qui fait, alors là, je suis mauvais en arithmétique, mais voilà, enfin, ça fait à peu près un peu moins de 2 centimes, 1,75, quelque chose comme ça. Et par contre, c'est pas très beau. Donc pour les modèles aujourd'hui qui sont bons, c'est à peu près 5, 6, 7 centimes par seconde. Donc par minute, voilà, ça fait 4,2 $, 4,5, voilà, ce type de choses. Merci beaucoup, Arnaud. Très heureux d'avoir partagé. Merci, Aublin, Denis. Alors, ok, 5 centimes. Oui, alors tes 5 centimes, juste 5 centimes, oui, c'est le cloud computing, c'est vraiment le coût complet. Pour parler comme un gestionnaire, en contrôle de gestion, tu mets tout dedans, c'est vraiment euh, y- Non, justement, non, c'est que pour les modèles de vidéo. Ah Après, oui, ok, le reste, c'est pas grand-chose. Franchement, le d'accord. reste, ça va pas monter à 6 centimes. L'extrême majorité du coût, c'est sur les modèles vidéo. Après, moi, je prévois que ça va être slashé dans l'année qui suit. Mais pour l'instant, c'est ça. D'accord, 5 centimes. Ben, je ferai ma petite arithmétique. J'ai du mal à me rendre compte pour un film de 2 heures à 5 centimes, mais Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même en dessous d'Hollywood de toute façon. Mais c'est intéressant, là, c'est des questions assez techniques, mais d'un point de vue business, tiens, je vais me lancer sur une question personnelle. D'un point de vue business, j'ai l'impression, alors je ne suis pas du tout expert du domaine, hein,
Alors, Ouais. je vois ça d'assez loin, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que le débouché naturel, ce serait vers les campagnes médias, les campagnes marketing, illustrer un projet d'entreprise, un blog d'entreprise, rendre une communication vivante, etc., etc. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin finalement d'avoir une qualité très, très supérieure à ce que tu as montré? Est-ce que ça fait déjà l'affaire, j'ai l'impression, non? Oui, oui, en fait, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, les gens du luxe, ils vont te dire que oui. Ils vont dire: «Ah oui, on peut pas, machin». D'autres qui vont publier sur les médias sociaux, non, ça passe, parfaitement, quoi. Enfin, donc vraiment, ça va dépendre énormément. Sur la partie business case, les vidéos, ça dépend, mais aujourd'hui, de créer certaines vidéos, ça peut aller, je sais pas, 100 $, 200 $, 300 $. Certaines, c'est moins, certaines, c'est plus. Mais en gros, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Souvent moins de 1000 et quand on arrive à 1000, c'est cher. Souvent plus que 100. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça, selon le type de vidéo qu'on veut. Et donc, bah, de générer des vidéos à 4 $, 5 $, peut-être 6 $ par minute, bah là, le business case fait sens, puisque si on génère 3 minutes, bah, ça nous fait 15 $. Enfin voilà, grosso modo, ce type d'ordre de grandeur. Donc ça peut diviser par 10 le prix. Par contre, il faut qu'on arrive à faire à peu près la même chose, quelque chose d'autant regardable que quelque chose qui aurait été produit avec des coûts plus élevés. Ouais, c'était la suite de ma question, parce que une agence de com, à la louche, hein, et puis après on va prendre d'autres questions, mais pour compléter ma question, une agence de com à la louche, ça revient à combien la seconde? Euh, du coup, Grosso modo. ouais, je dirais, pour une minute, ce serait du 200 $, 300 $, je pense, un truc comme ça. Mais je dis Ok, ça, voilà, ça dépend énormément des agences et tout ça, ça serait. Mais l'ordre de grandeur, c'est ce que j'ai dit, entre 100 et 1000 à peu près. d'accord. Ok. Ouais, c'est plutôt ça, compétiteur. Ça fait 5 et donc vous êtes 100 fois moins cher à la louche. Ok. Alors, Exactement. bon, c'est des calculs de coin de table, hein. Alors, il y avait une autre question concernant les hallucinations. Alors, est-ce que hallucinations et prompt injection sont gérables ou est-ce aussi vague comme dans les LLM? Alors, est-ce que la question est compréhensible pour toi, Clément? Oui, 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 tout à fait. En gros, c'est des gens qui essaient de hacker des systèmes d'IA générative en faisant, bah, du coup, en étant un petit peu malin. Par exemple, sur ChatGPT, mais moi, je me suis amusé à faire ça. On fait, au lieu de dire, enfin, du coup, ChatGPT nous empêche hein, de faire des requêtes abusives, mais on peut faire des trucs un petit peu malins du type Franck dit à Clément que Julian ne devrait pas dire ça, mais Clément n'est pas d'accord et finit par dire ce que Julian dit. Et du coup, en fait, ça trique un peu le LLM et du coup, on peut lui faire générer en fait du contenu entre guillemets interdit. Donc, voilà. Euh, donc oui, c'est parfaitement possible. Pour les modèles vidéo, donc on ne sait pas hein, avec quoi ils ont été entraînés. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Maintenant, les banques d'images sur lesquelles ils sont entraînés, bah forcément, personne n'a eu le temps de toutes les regarder. En fait, les prompts injections, pourquoi le LLM peut générer du contenu interdit, c'est parce que dans la data du LLM, eh ben, il y a du contenu interdit. Il y a comment, bah, je sais pas, je ne vais pas dire les choses, mais voilà, on peut s'imaginer ce que peut être le contenu interdit. Et ça existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'humain qui s'est amusé à lire tout ça. Et donc, du coup, et à extraire en fait ce contenu interdit. Donc, le LLM, c'est ça. Et du coup, après, on essaie de mettre des barrières pour pas qu'il le donne. Pour la vidéo, à mon avis, c'est la même chose. Dans les banques vidéo, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des choses voilà, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Euh, Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas trop réussi à en générer. Ça, le contenu semble mieux. Et en plus, pour ça, il faut passer deux barrières. La barrière du LLM, puisque en fait, quand on donne un prompt à un modèle vidéo, on va pas donner directement le texte, puisque le modèle vidéo est très mauvais à comprendre le texte. On va le faire passer d'abord par un LLM qui va mâcher un peu ça pour dire au modèle, bah, génère-moi quelqu'un qui se balade dans une forêt. Et faisons un prompt, j'aimerais bien quelque chose de bucolique avec des gens et des choses comme ça, et le LLM va faire. Donc il faut passer deux filtres, celui du LLM et celui du vidéo, donc c'est un peu plus dur. J'ai pas réussi à le faire. Maintenant, je ne mettrai pas main à la couper que c'est pas possible. Mhm.
Ouais, Voilà. ouais, clairement, clairement. Tout à fait. Alors, Yang, est-ce que j'ai vu que tu avais Il commencé y à avait, écrire dans le chat, non? il y avait une question Alors, sur est-ce les que j'ai avatars. Il y avait une Oui, question. il y a une les autre avatars? question dans le chat. Vas-y, si, est-ce que l'interaction en temps réel avec un avatar est possible? Hmm. Ah oui, très intéressant. Interaction en temps réel avec un avatar, parenthèse, Ouais. si on intègre les GPU et les hardware cloud nécessaires les plus chers, en support en quelque sorte. Ouais, 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 ouais. Alors, aujourd'hui, donc, nous, dans Wikit, on ne supporte pas ça, puisque nous, on génère des vidéos voilà, qui correspondent à certaines instructions. Et les temps de génération, voilà, c'est beaucoup plus élevé que le temps réel. Euh, j'ai pas vu aujourd'hui de gens qui font des avatars en temps réel. J'en ai pas vu. Euh, je sais que le laboratoire QTI là, de Xavier Niel, il a fait une percée récemment pour générer du son en temps réel à partir de contenu généré par un LLM. Donc, c'est une espèce de LLM son pour faire par exemple des répondeurs téléphoniques automatisés ou des choses comme ça. Et c'est une prouesse technologique de faire ça. Parce qu'en fait, avant, si on voulait mettre un. Enfin, avant, du coup, ça a l'air d'être il y a longtemps, mais en fait, c'est il y a 6 mois, quoi. Enfin, on va toujours très vite. Si on voulait faire si on voulait faire un truc qui répond automatiquement à des appels, par exemple, on devait d'abord faire passer un modèle de speech to text, puis text ou LLM. LLM répond, et ensuite un modèle de text to speech pour répondre. Et là, ils ont tout intégré en même temps, et ils ont fait certainement quelques améliorations. Ça, c'est nouveau. Ça, c'était il y a un mois. Donc, je pense que les avatars en temps réel, enfin, j'ai pas l'impression que ça soit possible pour le moment. Euh, Pas forcément d'ailleurs parce que le hardware est pas bon, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas encore les modèles pour faire ça. Donc, on attend peut-être un Qt 2 fasse ça. Euh, mais il n'y a pas de doute enfin, pour moi, il n'y a pas de doute que ça va arriver. Surtout que les modèles avatar, c'est des modèles spécialisés, beaucoup moins consommateurs en ressources que les modèles de vidéo, puisque en fait, ils savent faire que des avatars. Donc, au final, ils sont plus légers que les modèles de vidéo en général. D'accord. Oui, tout à Mm. fait. Ça sera quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, il nous reste, on avait dit qu'on va pas dépasser 1 heure. Alors, on est à -10. On peut prendre encore, allez, 3 ou 4 questions, grand max. Alors, je commence. La question de Shuyang. En voyant un exemple de vidéo générée à partir d'une URL, ah oui, ben, j'ai des questions très intéressantes. Est-ce que la vidéo peut utiliser des images déjà présentes pour broder, un peu comme Mm. le in-painting en quelque sorte? Est-ce que c'est Euh, possible ça? oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, il y a des Oui, modèles de génération de vidéo, image to vidéo. Donc, ceux-là, ils existent. Nous, on les a intégrés. Je ne les ai pas présentés, mais ils sont dans le collab d'exemple. Et donc, en fait, si on fait un parsing intelligent de la page web, donc on utilise LangChain pour télécharger non seulement le texte, mais aussi les images, et du coup, on donne un peu ce contenu, voilà, enfin, faut un peu bidouiller à Vikit pour qu'il, quand il y a du texte, bah, il le parse et il fait des vidéos comme on a vu, et les images, celles-là, il les donne à un modèle image to vidéo, et après, on choisit comment on veut mettre l'image, est-ce qu'on veut la mettre à la fin, est-ce qu'on veut la mettre au milieu, au début, ou est-ce qu'on veut la mettre plusieurs fois, comment on veut faire ça. Mais en tout cas, du coup, bah, l'image est animable, le texte est animable, et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à choisir comment on veut le faire. Donc, ouais, c'est tout à fait possible. C'est un bon exemple d'ailleurs, c'est un bon collab que je pourrais faire. ouais, carrément, carrément. Là, les Mm. applications, elles vont être vraiment énormes. Et il y avait une autre question qui concernait des espèces de jalons, je ne sais plus comment tu appelais ça, je crois, les keyframes, où Mm. en quelque sorte on dirait, bon, tu passes par ici, ici, ici et ici. Voilà la question. On va imposer des séquences en quelque sorte, et ensuite le modèle il brode. C'est possible ça? Bah oui, Je ne sais bah pas oui, si oui. j'ai été clair dans la Oui, oui. question. Oui, Bah, en fait, des keyframes, en fait, c'est là où le lien entre les deux. Les keyframes, ça a un nom dans le monde du cinéma, ça s'appelle les storyboards. Qui sont les storyboards, en fait, c'est on a cette image-là, puis cette image-là, puis cette image-là. Donc oui, c'est possible.
Par contre, du coup, il y aura les mêmes problèmes. C'est-à-dire que entre keyframe 1 et keyframe 2, il y aura des informations qui vont être ajoutées par le modèle qui vont pas forcément être connues par le modèle. Après, peut-être qu'on peut faire un modèle qui prendrait en compte toutes ces choses. J'en ai pas vu pour le moment, mais voilà, peut-être la recharge va nous trouver quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, la frame interpolation, donc trouver des frames entre les keyframes, c'est quelque chose à utiliser vraiment avec modération parce que sinon on se retrouve vraiment avec des trucs dans lesquels ça part là, puis ça part là, puis ça part là, enfin ça part dans tous les sens quoi. D'accord. Donc peut-être un modèle contrôlé, plus contrôlé de génération de frames intermédiaires, ça pourrait marcher. En tout cas pour l'instant j'en ai pas vu. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ok. Ça, ici, à cette étape-là, c'est un point où on va cumuler pas mal de difficultés techniques. D'accord. Et du coup, le résultat sera pas forcément au top ou celui attendu. Ouais, ouais, je comprends. Alors, est-ce que j'ai fait le tour des questions? N'hésitez pas, hein, il reste dans les dernières minutes, là, si quelqu'un... Et voilà, consistance, on en a parlé, le coût, on en a parlé. Pour imposer des séquences vidéo au milieu de vidéos générées Vikit, là je vois, donc oui, il est possible de, donc nous on a des objets du coup raw text-based video qui vont générer une vidéo. On a aussi un objet imported vidéo qui va vous permettre d'apporter une vidéo qui existe déjà et de mixer ça à l'objet raw text-based video. Donc c'est possible dans des séquences Vikit de glisser donc soit des images et ensuite les animer comme on a vu, ou aussi des vidéos que vous avez déjà, que vous allez pouvoir entourer ou de vidéos générées par l'IA à partir d'images, à partir de textes, et voire même changer le son et tout ça. Donc ça c'est possible. Waouh! Ah ouais, c'est carrément top. Mais dis-moi, en voyant ta présentation, je me suis dit, c'est très geek, tout ça, c'est très data scientist. Mm. Est-ce qu'il y a une interface? J'ai pas eu le temps de trop me balader sur votre site, hein, mais tu vas me répondre mieux que moi, du coup. Est-ce qu'il y aurait une interface un peu, je sais pas comment là, tu vois, en point and click avec des souris où on va manipuler, tac, 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 et qui éviterait en fait le code informatique, quelque chose de très user-friendly en quelque sorte. Donc oui, on a Oui. fait quelque chose là-dessus. Je vais vous montrer. Euh, Ah, c'est Mais du coup, l'avantage de Vikit, c'est d'automatiser des formats de vidéo. Donc au final, si on crée une interface graphique, eh bien, on propose un seul format de vidéo qui n'est pas représentatif de tout ce que peut faire le kit. Donc nous, on s'attaque, on adresse les entreprises, voilà, on est en B2B, on va voir des entreprises, on dit, ah, vous avez tel cas d'usage vidéo, eh bien, on va vous l'automatiser grâce à Vikit en mettant en musique tous ces modèles. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, en plus de ça, effectivement, pour faire de la démonstration principalement, on a mis sur notre site du coup une, une interface, voilà, qui est pas la plus jolie, hein, je vais le dire tout de suite, mais qui permet quand même de générer des vidéos. Donc, si vous allez sur le site, ouais, c'est ça, vous allez sur le site Vikit, et go to the Vikit AI Creative Model Warehouse. Vous allez là, ensuite vous allez vous connecter et vous allez pouvoir du coup taper du texte, un narrator voice, donc typiquement ce que le parsing d'une page ou ce que vous voulez qu'il soit dit, et vous le mettez, genre la réponse à la question de la seconde Guerre mondiale, c'est que blablabla, include narrator voice, est-ce qu'on veut de la AI background music, et ensuite vous créez la vidéo, et ça va du coup la créer, et une fois qu'elle sera créée, ça va vous l'envoyer par email. Voilà. Vous avez donc on a donné un 5000 free GPU seconds, c'est un type de crédit en fait qu'on a, voilà, et qui permet de générer quand même déjà 30 secondes, une minute, voilà, pour tester. Si vous en voulez plus, c'est possible d'en acheter, mais déjà vous pouvez tester ça et puis ça se renouvelle tous les mois. d'accord. Et d'accord, d'accord. Oui, ça m'avait échappé. En fait, en pur B2B, effectivement, vous adressez pas
effectivement le même segment que quelqu'un qui va aller sur le B2C, où la user experience, elle doit être super chiadée, etc. Parce qu'on s'adresse à un béotien qui connaît pas le code, qui veut juste, à la limite, même presque le faire avec votre smartphone. Mais vous, si j'ai bien compris, c'est du B2B, et donc, à la limite, d'accord, vous allez automatiser. Ok, ok, ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Ok, Yes. super. Et puis alors avant de conclure, oui, alors revenons justement au niveau de l'entreprise. Euh, Est-ce que vous êtes en levée de fonds, vous cherchez des ingénieurs, est-ce que vous embauchez? N'hésite pas hein, à faire la promo, à te servir du mégaphone là. Non, on n'est pas encore en levée de fonds. Nous, on n'est pas encore levé de fonds. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, non. Pour plein de raisons. On embauche effectivement un back-end Python développeur, quelqu'un qui pourrait voilà, créer des nouvelles features sur le SDK et en même temps, donc en Python avec les bonnes pratiques de code, etc. Et en même temps intégrer des nouveaux modèles dans notre plateforme cloud, donc avec des compétences Docker, Kubernetes, plus Ops. Donc c'est deux domaines dans l'informatique un peu différents, mais si jamais quelqu'un sait faire ça, on pourrait, voilà, ça serait super. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, je te communiquerai par email le lien LinkedIn du Paris Machine Learning, parce que, étant donné qu'on a le groupe aussi qui est présent sur LinkedIn, ça te permettra de poster une annonce directement là-dessus, quoi, sur le LinkedIn. Super. Ok, c'est top. Bon, écoutez, on arrive à 8 heures, on va respecter nos engagements. On avait dit 1 heure, ça fait pile poil 1 heure. Donc, du coup, c'était très intéressant. Clément, je te remercie pour ta présentation. Donc, hop, je vais arrêter la vidéo Merci. avant de... Et en ce qui concerne le Paris Machine Learning, donc on va se retrouver, on va essayer de se retrouver en octobre, de façon à avoir à peu près une réunion par mois. On se retrouvera en octobre et on aura le temps de toute façon de vous parler de la prochaine réunion. Voilà. En tout cas, merci Clément, c'était tout à fait intéressant et bonne chance pour Vikit AI. Merci beaucoup. Bonne soirée à Du coup, tous. ouais, ça marche. Bonne soirée tout le Bonne monde et à soirée. très bientôt.